Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le 23 septembre 2025, bienvenue dans Grand Angle, une émission destinée à mieux comprendre les dynamiques politiques, sécuritaires et politiques et économiques qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré au Mali. Alors, les Maliens ont célébré le 22 septembre 2025, c'est-à-dire hier, le 65e anniversaire de l'indépendance de leur pays, un moment de fierté nationale et de commémoration. Mais derrière les festivités officielles organisées à cette occasion par la junte au pouvoir se cache malheureusement une réalité complexe et pleine de défis. Depuis le coup d'État de 2020, le pays traverse une période de transition interminable marquée par un verrouillage sans précédent des scènes politiques et médiatiques et une crise multidimensionnelle. Lors d'un discours prononcé pour la circonstance par Assimi Goïta, le chef de la junte militaire au pouvoir, il a mis l'accent sur la souveraineté retrouvée et le Mali Koura, c'est-à-dire le nouveau Mali. Mais ce récit officiel est-il en phase avec le quotidien et les attentes des Maliens? Correspond-il d'abord à la réalité? C'est précisément à ces questions que nous allons tenter de répondre avec mes invités. Alors, où va le Mali de Assimi Goïta? C'est le titre du numéro de Grand Angle d'aujourd'hui. Et pour débattre de cette actualité brûlante, il y a avec nous en direct depuis Oran le Dr Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire et analyste politique. Ahmed Ben Saada compte beaucoup d'amis au Mali, un pays qu'il connaît d'ailleurs très bien. Dr Ahmed Ben Saada, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Chalfaoui, bonjour à vos invités sur le plateau et bonjour à l'Afrique. Bonjour à l'Afrique, bonjour à tout le continent, bonjour à tous les pays du continent. Il y a également avec nous Moqraneh Touarabi, journaliste spécialisé dans les questions de sécurité en Afrique. Moqraneh Touarabi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Ahmed Ben Saada et bonjour à Rima Rouibi qui est ici avec nous sur le plateau et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les ondes d'Ifriqiya FM. Merci Moqraneh Touarabi, vous me tendez la perche pour présenter notre troisième invité. Comme vous venez de le dire, il s'agit bien évidemment de Madame Rouibi Rima, fraîchement diplômée de l'Université d'Alger, elle a brillamment son doctorat d'État. Mais bon, Rima Rouibi est enseignante universitaire. Et elle est spécialiste des médias. Bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Moukran et bonjour à Dr Monsieur Ben Saada et bonjour l'Afrique. Alors nous serons rejoints dans quelques instants, dans quelques minutes, par Mohamed Agha Ahmadou, journaliste malien, écrivain et acteur actif de la société civile malien. Mohamed Agha Ahmadou interviendra en direct depuis Paris. Alors, le débat commence juste après le jingle. Welcome to Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Grand Angle analyse et commente les événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand Angle, une émission hebdomadaire sur Radio Ifriqiya FM. Bonjour à vous, chers amis auditrices et auditeurs. Donc, bienvenue dans ce numéro de Grand Angle consacré au Mali. Docteur Ahmed Ben Saada, je vais commencer par vous, si vous le permettez. Alors, comme nous le disions en introduction à cette émission, le Mali a célébré hier le 65e anniversaire de son indépendance, une indépendance obtenue de haute lutte. Est-ce que vous pouvez histoire de planter le décor, nous rappeler dans quel contexte intervient cette célébration ? Je profiterai de l'occasion pour souhaiter un merveilleux anniversaire à nos amis et à nos frères du Mali pour l'anniversaire de leur indépendance.
En fait, ce qu'il faut retenir de ce qui se passe actuellement, vous avez bien parlé du coup d'État de 2020, donc depuis 2020, et après il y a eu un autre coup d'État en 2021, qui a mis en fait une junte militaire à la tête de ce pays, et cette junte militaire est dirigée par le général Assimi Goïta. En fait, depuis 2020, l'arrivée de cette junte a été fortement appréciée par la population parce qu'ils pensaient que cette junte allait mettre fin justement à des relations très très douteuses avec certains pays européens et occidentaux, en particulier la France, et revenir justement à une justice sociale, une liberté d'expression, etc., etc. Et il s'est avéré que c'est l'inverse qui s'est passé. Je rappelle qu'il y a eu en fait une vis qui a été vraiment très serrée par rapport à tout ce qui concerne les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. En mai 2025, le gouvernement a dissous tous les partis politiques, ce qui était une première dans ce pays. Et en juin 2025, un projet de loi a été adopté pour en fait accorder au président Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable, alors que c'était prévu que la junte militaire devait organiser des élections plus multipartistes et en fait, mettre fin à la transition. Voilà, et mettre fin à la transition. Mais en fait, non seulement ce mandat est de 5 ans, mais ici, il est renouvelable à partir de 2025. Donc, on ne sait pas quand est-ce que cette junte va finir par remettre le pouvoir aux civils, aux partis politiques, etc. Et c'est mal parti parce que si on dissout tous les partis et qu'on en choisit quelques-uns parce qu'ils sont ils ont la même vision que la junte, ça ne s'appelle pas de la démocratie. Donc la situation, disons, politique, sociale est très très difficile actuellement au Mali, et ça ne semble pas, disons, sous de bons auspices pour l'avenir. Surtout que, peut-être qu'on en discutera, il y a une forte augmentation des attentats, de l'insécurité dans le pays, etc. Voilà, très bien, Ahmed Bensaada. Merci pour justement pour ce point. Mourane Touarabi, le Mali, comme nous le disions, le Mali a fêté hier donc le 65e anniversaire de son indépendance sous le signe du renforcement de la souveraineté. Alors le mot souveraineté maintenant revient un peu comme un leitmotiv. C'est un leitmotiv qui visiblement justifie tous les excès. La junte affirme que ce virage est une réponse à l'échec des anciennes élites et des partenaires étrangers. Est-ce que cette rhétorique nationaliste, je dirais même populiste, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez qu'elle est suffisante justement pour asseoir une légitimité ? Pas du tout, parce que si elle était suffisante, on n'aurait pas eu recours donc à tous ces interdits qu'a cité Dr Ahmed Bensaada, interdiction d'activité politique, verrouillage du pays des médias. On constate que justement il y a un virage autoritaire qui a été mis en place. Et quand on recourt à la force pour empêcher les gens de s'exprimer, ça veut dire qu'on manque de légitimité. Donc aujourd'hui, au bout de quelques années à la tête de l'État malien, Assimi Goïta et ses collaborateurs ont prouvé leurs limites en termes de gouvernance. Ils ne proposent pas un système, un modèle meilleur que celui qu'ils sont en train de critiquer, de dénoncer, à savoir la démocratie malienne qui a fonctionné pendant de longues années, au point où elle a été citée comme un modèle en voie d'être abouti dans la région. Aujourd'hui, après 4 années, donc si on tient compte de 2021, puisque Assimi Goïta a pris totalement en 2021. En 2021, il n'a tenu aucun engagement. Il a dit que d'abord, le principal objectif fixé
au coup d'État de 2021, c'est de ramener la sécurité au Mali. Aujourd'hui, le Mali se retrouve dans une situation sécuritaire pire que celle d'avant. On en parlera dans le détail. Sur le plan de la question de la souveraineté. La question de la souveraineté, ce n'est pas une bague magique. On a besoin d'une mobilisation de l'ensemble des forces du pays pour pouvoir justement renforcer cette souveraineté. Ce n'est pas en bâillonnant l'élite et en interdisant aux partis politiques d'activer ou aux médias de dire la vérité que nous allons réussir à renforcer la souveraineté. Donc, je pense que au final, le but de Assimi Goïta n'était pas de mener le Mali sur le bon chemin, d'aller vers un système plus démocratique qui permettrait justement au Mali de dépasser tous les problèmes auxquels il est confronté. Surtout d'apporter des réponses aux problèmes des Maliens. Justement, les Maliens se plaignaient de l'insécurité, se plaignaient des problèmes socio-économiques qui n'ont pas été aujourd'hui réglés. Ils sont au contraire, ils sont exacerbés par la dégradation de la situation sécuritaire qui a causé un exode massif des populations de certaines régions on en parlera, et engendré une crise humanitaire. Alors, comme le disait le docteur Ahmed Ben Saada en début d'émission, le coup d'État, l'arrivée des militaires au pouvoir au Mali avait suscité beaucoup d'espoir auprès de la population malienne, surtout que le précédent pouvoir, celui d'Ibrahim Boubacar Keïta, avait failli dans sa mission de redresser le pays. Le pays, depuis 2012, avait sombré dans une crise terrible. Et donc, il y avait beaucoup d'attentes. Alors, on a l'impression aujourd'hui que la crédibilité et le peu de légitimité que la junte avait pu asseoir au début de sa prise de pouvoir commence aujourd'hui à s'effriter. Alors, on me dit derrière la vitre que nous sommes rejoints par Mohamed Agahmadou. Comme je le disais en début d'émission, Mohamed Agahmadou est un acteur important de la société civile malienne. Il est écrivain, il est journaliste, et il a fait beaucoup de politique aussi. Bienvenue à vous, Mohamed Agahmadou. Nous sommes ravis et honorés de vous avoir avec nous dans cette émission. Merci, bonjour Zine, bonjour à Atman, bonjour à tous les invités, bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup Mohamed Agahmadou. Mohamed Agahmadou, alors votre pays a fêté le 65e anniversaire de son indépendance le 22 septembre, c'est-à-dire hier. Alors une question simple s'impose, Mohamed Agahmadou. Alors, nous n'allons pas faire le bilan des 65 ans d'indépendance du Mali, ça serait fastidieux, il nous faudrait une émission de plusieurs heures. Malheureusement, nous n'avons pas cette chance-là, mais ma question va concerner uniquement le bilan de la junte, c'est-à-dire les, disons, 4-5 dernières années. Est-ce que le Mali de Goïta est meilleur que le Mali d'avant Goïta? Bon, je pense que la question est très facile à répondre. Oui. Pour un régime d'exception qui a choisi la facilité pour répondre à des questions très complexes. Oui. C'est vrai que sous IBK, le problème est aussi multidimensionnel, mais Assimi Goïta est venu le faire régresser de 200 ans en arrière. Oui. Aujourd'hui, quand vous voyez Bamako, la sortie d'hier à Bamako pendant la fête de l'indépendance, oui. On a montré des blindés, on a montré un public qui est venu. Tout ça c'est du folklore. Oui. Tout ça, c'est du folklore. L'argent du contribuable malien, vous n'êtes pas sans savoir que depuis presque 10 mois maintenant, les Maliens sont taxés sur les recharges téléphoniques et aussi les transferts mobiles d'argent. Oui. Et aussi l'argent destiné à l'électorat, aux élections, a été soi-disant injecté. C'est ce qu'ils font croire dans l'arsenal militaire. Donc tout ceci était vraiment, c'est-à-dire est une stratégie
qu'ils ont utilisé à l'ère prison qu'on appelle la propagande, parce que ils sont dans la propagande. Aujourd'hui, donc, Bamako, vous avez les axes Mauritanie, Bamako, axe Sénégal, Bamako, axe Guinée-Conakry, Bamako, oui. Axe Côte d'Ivoire, Bamako, où chaque jour des citernes et des camions de transport sont brûlés oui. Par les GNIM. Et chaque jour. Mais Mohamed Agahmadou, pour rester justement dans l'analyse de la célébration de la fête de l'indépendance, lors d'un discours prononcé à cette occasion, le chef de la junte militaire au pouvoir a beaucoup insisté sur la souveraineté nationale, sur la sécurité. À ce propos, il a salué le travail des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Il a évoqué la coopération avec les pays de l'Alliance du Sahel. Il a parlé aussi de la réussite de l'unité nationale et de la réconciliation. Est-ce que pour vous, ce discours trouve une traduction dans la réalité, ou est-ce que c'est des mots creux comme ça, prononcés uniquement pour la circonstance ? Je pense que c'est des discours creux, c'est un discours creux, c'est des mots vraiment prononcés, comme vous le dites, dans la circonstance. Assimi Goïta, il ne peut pas dire qu'il est souverain quand il a plus de 500 000 Maliens en Mauritanie, réfugiés oui. qui ont fui les exactions des mercenaires russes de Wagner, qui ont fui les exactions des drones oui. de l'armée malienne, qui bombardent même des foires hebdomadaires du Mali, des villages maliens fréquentés par des Maliens, et des foires hebdomadaires qui tuent, je m'excuse du terme, des mineurs, des enfants et des femmes. Oui. C'est qu'on n'a jamais vu qu'un pays qui va venir bombarder sa propre population, surtout une foire hebdomadaire, et faire de la cybercriminalité, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est de la cybercriminalité. Assimi Goïta n'a pas adressé un seul mot aux militaires qui sont pris par les GNIM oui. Depuis qu'il est venu, depuis 3 ans. Il ne se passe pas un jour où des militaires maliens ne sont pas tués, ils sont pris, qui font même des vidéos d'appel à Assimi Goïta de les faire libérer. Oui. Quand Assimi Goïta, tout ce qu'il fait, il n'a que Bamako aujourd'hui. Les contrôles réguliers des terroristes se font à moins de 30 km de la ville malienne. Et ce qui n'est jamais arrivé à l'époque d'Ibrahim Boubacar Keïta. D'ailleurs, on sent qu'il y a un début de fronde dans l'armée. Ça n'a jamais existé avant Assimi. Oui. Mohamed Agahmadou, je ne vais pas abuser de votre gentillesse, mais j'ai une question sur mesure pour vous. Vous qui êtes qui avez fait de la politique, vous avez occupé des postes de responsabilité et vous êtes aussi un acteur très actif de la société civile malienne, un acteur connu. La junte, elle a suspendu, vous venez de le dire et les invités autour de la table l'ont rappelé, la junte a suspendu les activités des partis politiques et des associations. Quel est l'impact de ces restrictions sur le débat public et la vie démocratique au Mali? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une dictature pure et dure où aucune marge de manœuvre n'est possible? Bien sûr, aujourd'hui au Mali, à travers ce qu'on voit, on est dans une dictature vraiment qui rappelle l'opinion publique malienne, celle du CMLN, du général Moussa Traoré. Oui. Et vous avez un régime qui est venu de fait, qui a fait 2 coups d'État, celui du 18 août 2020 et celui du 20 mai 2021. Et qui n'a rien apporté et qui a eu des soutiens même de la classe politique malienne dans un premier temps. Oui. Moussa Mara qui les a soutenus. Soumeylou Boubey Meiga, ils sont où? Soumeylou Boubey Meiga, ils l'ont tué. Oui. Et Moussa Mara, ils l'ont mis en prison. Ils ont même appelé la communauté internationale. Choguel Maïga est en prison aussi. Aujourd'hui, cette gente, qu'est-ce qu'elle a? Elle a écrit des décrets, des décisions unilatérales pour se donner une immunité politique, pour se donner un pouvoir
et de façon unilatérale, sans élection, c'est-à-dire autocratique. Et tout ce qu'elle fait, tous les maquillages qu'elle fait, toute la propagande qu'elle fait, soit contre les Maliens, la classe politique, soit contre les États comme l'Algérie et autres, tout ceci, ça lui donne une survie. Vous avez aujourd'hui, ils ont acté hier la sortie du statut de Rome, de la Cour pénale internationale de justice, signé le président du syndicat des putschistes de l'AES, Assimi Goïta. Et demain, ils vont en faire encore un autre communiqué contre l'Algérie, contre la Côte d'Ivoire, contre la CEDEAO, contre l'Union africaine. C'est ça qui leur permet de vivre. Aujourd'hui, nous n'avons pas un État, c'est-à-dire digne de ce nom au Mali. Nous avons je m'excuse du terme, un régime irresponsable qui est là. Si par exemple, nous qui sommes la classe politique, nous qui sommes les organisations de société civile, on voit le Mali est en train de s'effriter. Les populations sont massacrées. Les opposants sont jetés en prison, sont chassés du pays. Les journalistes sont muselés, chassés du pays, traités d'apatrides ou de terroristes. Si l'Algérie ainsi que d'autres pays ne prennent pas les responsabilités pour soutenir cette âme malienne qui est terrorisée, on ne va pas s'en sortir, on va toujours rester là. Il y aura toujours un communiqué qui va s'attaquer à un de ces pays ou à une de ces organisations, parce que aujourd'hui, il est clair que tout le monde sait que c'est la seule chose qui leur permet de survivre. Oui. Merci Mohamed Gahmadou. Restez avec nous. Nous avons encore quelques questions à vous soumettre, si vous le permettez. Rima Rouibi, vous qui êtes spécialiste des médias, notre ami Ahmed Ben Saada l'a dit en début d'émission, la prise de pouvoir par les militaires à Bamako en 2020 a suscité beaucoup d'espoir. Tout le monde avait pratiquement soutenu le coup d'État. Toute la société était là pour acclamer les militaires. Bien évidemment, la presse a soutenu donc ce coup d'État. Tout le monde est sorti déçu des deux mandats d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait promis de rétablir la sécurité, de remettre le pays sur les rails économiquement. Malheureusement, les mandats d'Ibrahim Boubacar Keïta se sont caractérisés par une forme d'immobilisme, alors qu'il avait le vent en poupe, il avait les moyens de transformer le Mali, surtout qu'il avait le soutien de la communauté internationale. Donc, au début, la presse a soutenu la junte. Est-ce que vous sentez, 4 ans après, 5 ans après, est-ce que c'est le même soutien? Est-ce que cela s'effrite? Est-ce que les gens ont encore confiance? Est-ce que vous sentez, quelles sont les caractéristiques aujourd'hui que l'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur la presse? Il suffit d'analyser un petit peu le discours médiatique adopté par l'ensemble des médias. Oui. On parle plus de junte militaire et on ne parle pas d'État malien. Donc je pense que c'est déjà Vous sentez un reflux de ce soutien par rapport à toute la situation, c'est-à-dire les médias, le discours médiatique traduit justement la situation actuelle au Mali, c'est-à-dire aujourd'hui l'ensemble des médias, on parle de junte militaire, on parle de cette prise du pouvoir, on parle de ce refus de Goïta de vouloir le champ lexical a changé. Même le champ lexical a changé. Effectivement, Goïta, il faut le rappeler, avait refusé d'aller aux élections, c'est-à-dire ce maintien de cette volonté de vouloir maintenir le flou politique au Mali se traduit parfaitement dans les interminable. Et on ne sait plus où va le Mali actuellement avec Goïta, y compris quand on analyse le discours que Goïta avait adressé à la nation malienne. On parle de mise à jour de la doctrine militaire, on parle de ce plan de terme ferme, mais à la fois on essaie de croiser tout cela par une incapacité de sécuriser les routes, en particulier le côté ouest, où il y a à chaque fois l'infrastructure routière est visée par les GNIM. Donc il y a tout le temps cette comparaison dans son discours à lui, dans ce qu'il dit et dans la réalité malienne. C'est-à-dire
implicitement, on est en train de dire que le discours de Goïta ne correspond pas à la réalité malienne. À la réalité. Et juste pour rappeler, si je me focalise et si je me réfère à l'approche arendtienne, quand un régime, c'est-à-dire refuse de voir la réalité et essaye d'exploiter justement l'histoire qu'en fait actuellement Goïta, c'est un régime totalitaire. On peut qualifier cela de régime totalitaire. Oui, merci beaucoup Lima Louibi pour cette analyse des médias et des réseaux sociaux numériques maliens. Docteur Ahmed Ben Saada, nous avons un peu entamé le sujet en début d'émission. Alors, dans le discours officiel malien, le discours officiel prétend que la situation sécuritaire s'améliore, notamment avec le retrait des forces étrangères. Vous vous rappelez, en 2020, l'une des premières décisions prises par la junte était de chasser, dans un premier temps, l'ancienne puissance coloniale, les forces françaises. Ensuite, c'est la MINUSMA qui en a fait les frais. On leur a donné très peu de temps pour évacuer les 12 000 soldats qui constituaient cette force internationale. Nous avons consacré beaucoup d'émissions au sujet, si vous vous rappelez, Ahmed Ben Saada. Nous n'avions pas caché notre crainte que ce retrait ne provoque un vide sécuritaire que le Mali n'avait pas à l'époque les moyens de combler. Mais aujourd'hui, alors la junte au pouvoir au Mali prétend, soutient, souligne et précise régulièrement que tout va bien, qu'il n'y a pas de vide sécuritaire. Est-ce que, selon vous, docteur Ahmed Ben Saada, le Mali de 2025, est-ce qu'il est plus sûr que le Mali de 2020 ? Alors, juste avant de répondre à votre question, j'aimerais souligner quelque chose qu'a soulevé votre invité malien. Il avait dit que, en fait, la situation politique actuelle ressemblait à celle de Moussa Traoré. Je rappelle que Moussa Traoré est un dictateur au Mali qui a gouverné de 68 à 91, qui a été condamné à mort, etc. Et je rappelle, en 2020, lorsqu'il y a eu le décès de Moussa Traoré, la personne qui a présidé l'hommage officiel à Moussa Traoré, c'était Assimi Goïta. Donc, juste une petite parenthèse comme ça. Maintenant, revenons à l'aspect sécuritaire au Mali. Moi, il y a un chiffre qui est très, très intéressant, qui est sorti dans l'indice mondial du terrorisme de 2025, donc tout récemment. Il classe, il classe le Mali parmi les 5 pays les plus touchés par le terrorisme. Alors, je cite. Premier, Burkina Faso, donc deuxième Pakistan, troisième Syrie, quatrième Mali et cinquième Niger. Donc vous voyez que les trois pays de l'AES sont parmi les 5 pays où il y a le plus, les plus touchés par le terrorisme dans le monde et avec tout ce qui s'ensuit. Votre invité aussi a parlé, notre invité du Mali a aussi parlé des attentats qui se passent actuellement, qui se passent tout récemment, donc au mois de septembre. Il y a eu les camions qui ramènent du fuel à la capitale ont été soit de Mauritanie, soit du Sénégal. Voilà, du Sénégal, de Mauritanie, ont été incendiés, des centaines, et même les chauffeurs ont été menacés, c'est-à-dire qu'ils disent si vous ramenez, on va vous tuer. Donc et actuellement ça crée un gros problème au niveau de l'approvisionnement en énergie de la capitale. Il y a eu aussi énormément donc comme l'a bien signalé votre invité, il y a eu des emprisonnements, il y a eu il y a eu des enlèvements au mois de mai dernier. Un militant malien, Alassane Abba, a été enlevé puis relâché. Donc, en fait, c'est très simple. Lorsqu'un régime prend pouvoir, même s'il était extrêmement bien accueilli au départ, il y avait vraiment la population, il y avait un accueil très enthousiaste de la population. Quand un régime commence à fermer les partis politiques et essayer de bâillonner les médias, c'est un régime qui se dirige directement vers la dictature. Donc on ne peut pas. Et en plus, ce qu'on peut dire en fait, c'est que
vous savez, nous avons des frontières avec le Mali, et ces frontières, on ne peut pas les changer. Donc, quand on a des frontières avec un pays, on essaye de garder des bonnes relations avec ce pays-là. Et l'Algérie et le Mali ont toujours eu de très bonnes relations. Depuis l'indépendance du Mali, il y a eu vraiment une entente parfaite, disons, entre ces deux pays-là, jusqu'à l'arrivée de Assimi Goïta, qui, justement, est très belliqueux vis-à-vis de l'Algérie. Justement, par rapport à ça, Mohamed Ben Saada, j'ai une question pour vous aussi. Je voulais laisser la question pour la fin de l'émission, parce que c'est un sujet en soi. Est-ce que vous pensez... Alors, Mohamed Dag Ahmadou, on a un peu parlé en début d'émission. Je ne voulais pas le relancer parce que je voulais garder ça pour la fin également. Oui. Mais alors, vous... Et Mohamed Dag Ahmadou, notre ami, frère et invité du Mali dans cette émission. Alors, aujourd'hui, tout le monde convient à dire que l'agressivité de la junte malienne à l'égard de l'Algérie s'explique par le fait que la junte malienne veut faire de l'Algérie un ennemi extérieur pour faire diversion sur les problèmes, les graves problèmes internes que connaît le Mali actuellement. Et ce qui est triste, et je suis d'accord avec vous, c'est que cette attitude, parce que l'Algérie ces derniers mois, à travers le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a cessé de lancer des signaux positifs à l'égard du Mali et n'a cessé de tendre la perche pour essayer de revenir à des relations normales. Donc, plutôt que d'aller dans une logique d'apaisement, la junte malienne est surtout dans une sorte d'escalade. Et cette escalade s'explique par une volonté de faire de l'Algérie un ennemi afin de mobiliser la population contre l'Algérie et lui faire oublier ses problèmes. Est-ce que on est un peu dans ce cas de figure, un cas de figure que soutient justement notre ami malien qui parle aussi de la même attitude à l'égard de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO et de beaucoup d'autres pays de la région? En effet, moi, j'ai assisté au discours du président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de l'IATF récemment, et il a bien signifié que ce qui est intéressant, c'est de développer en fait les relations économiques avec les pays africains, mais en particulier les pays limitrophes, donc en création de zones de libre-échange. Il a même parlé d'une ligne ferroviaire qui se dirige vers le Mali et le Niger. Donc il a parlé aussi du nombre de bourses qui étaient offertes justement aux étudiants africains, en particulier maliens. Vous savez qu'il y a un très grand nombre de cadres maliens qui ont été formés en Algérie et gratuitement. Il y a une communauté malienne aussi qui vit en Algérie. Exactement. Il y a une communauté malienne et elle est toujours en sécurité et il n'y a aucun problème avec le peuple malien. Nous n'avons aucun problème. C'est avec la junte militaire qui est en train justement d'instrumentaliser un incident qui s'est passé entre les deux frontières pour justement aller et puis faire énorme. Et vous savez ce qui est dommageable justement, c'est que on a parlé de la plainte à la Cour internationale de justice. Et l'annonce de la plainte est faite le jour de l'IATF, de l'ouverture de l'IATF. De l'ouverture de l'IATF, c'était faux. C'était faux. Alors, en fait, le communiqué du gouvernement de transition disait qu'il y avait une plainte qui était déposée le 4 septembre. En fait, il n'y avait rien le 4 septembre parce que, de toute façon, l'ICG a dit qu'elle avait reçu la demande, elle n'avait reçu que le 16. Le 16 officiellement septembre. Le 16 septembre. Absolument. Et le 13 septembre, quand le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Attaf, avait été questionné sur le sujet, il dit « nous n'avons rien ». Et c'est effectivement qu'il n'y en avait rien. Ce n'est que 3 jours plus tard que le Mali avait déposé cela. Donc vous voyez que ça a été quelque chose en fait, ça a été une intrusion, disons, belliqueuse vis-à-vis d'un événement majeur qui se passait en Algérie. Donc vous voyez
Il n'y a pas, il y a une volonté de nuire à l'Algérie qui n'est pas, disons, honnête. Honnête et qui consiste aussi à détourner l'attention des Maliens sur les problèmes en cours. Exactement. Vous avez actuellement, on peut pas. On n'a jamais vu déposer une plainte à la Cour internationale de justice pour un différend sur le survol d'un espace aérien. Vous savez, la violation d'un espace aérien, c'est un délit. Et même s'il y avait un problème, on aurait dû discuter. Historiquement, il y a eu des espaces de discussion militaire entre nos deux pays et d'autres pays du Sahel aussi qui participent à des discussions. Oui, visiblement, la junte a décidé de faire de l'Algérie un ennemi. Donc, non, mais en fait, la junte militaire est en train depuis le début, quand on a demandé qu'est-ce qu'elle a fait de bon, en fait, elle n'a rien fait de bon, elle a juste fait couper des relations, couper la CPI, couper la CEDEAO, vous comprenez, couper les relations avec des pays européens, couper les relations avec l'ONU, et donc elle n'a fait que couper, mais en fait, couper c'est facile, mais en construire c'est difficile. Il faudrait qu'elle construise des bonnes relations, surtout avec ses voisins et surtout avec des pays qui n'ont pas de velléité territoriale comme l'Algérie. L'Algérie n'est là que pour aider le Mali. Et elle a toujours fait depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Mqrane et Touarabi, ce sont des questions sur lesquelles vous travaillez beaucoup, les questions de sécurité en Afrique et particulièrement au Sahel. Alors, au moment où nous parlons, il y a des localités qui sont tombées sous le contrôle de groupes terroristes armés. On parle par exemple de KS, qui est une localité stratégique parce que c'est à partir de là, c'est un point qui relie toutes les routes venant du Sénégal et de Mauritanie, des routes que l'on doit obligatoirement emprunter pour aller vers Bamako, et c'est de là que transite le gros des marchandises venant des ports de Mauritanie et du Sénégal. Donc là, on peut parler de faillite sécuritaire parce que de telles situations n'avaient pas été vécues avant 2020 pratiquement. Oui, c'est... la question justement le point qui est lié à la sécurité au Mali est essentiel pour illustrer un peu l'échec de la junte qui est au pouvoir. Pourquoi ? Parce que dès le départ, la junte a mis ça comme un axe stratégique de travail, comme un objectif, une priorité pour la junte de ramener la sécurité au Mali. Parce que justement, le candidat de 2020 et celui de 2021 sont intervenus dans un contexte sécuritaire qui n'était pas bon. Et ils ont promis, en tant que militaires, de faire le nécessaire pour ramener la sécurité. Ils ont justifié le coup d'État justement par la déclaration. Ça a suscité une adhésion populaire et beaucoup d'espoir de la population malienne de voir enfin le pays pacifié et justement retrouver sa sécurité. Aujourd'hui, fort est de constater que la situation revient au point de départ, elle s'est empirée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des axes stratégiques, comme vous avez cité Kayas, Mopti, et beaucoup de localités du centre, de l'ouest et du sud, qui sont aujourd'hui sous le contrôle du JNIM. Donc, essentiellement le groupe le plus actif sur le territoire malien, avec des pertes militaires régulières, des attaques contre des casernes, contre des valises. Et au fait, les groupes terroristes aujourd'hui sont arrivés à un stade d'agressivité et tel que ils réussissent à s'armer des casernes de l'armée malienne. Ils n'ont plus besoin d'armes, ils n'ont plus besoin d'argent, ils d'acheter. Ils s'en servent directement des casernes qu'ils attaquent. Et aujourd'hui, donc, il y a une faillite sécuritaire qui menace toute la région. En fait,
Pourquoi? Parce que vous avez à côté la Mauritanie, vous avez le Sénégal, vous avez le Burkina Faso. Mohamed Dagahmadou dit que les groupes terroristes sont en train progressivement, doucement mais sûrement, d'encercler Bamako. Oui, pourquoi? Parce que la junte n'était pas là pour lutter contre le terrorisme. En fait, c'était beau de dire que voilà, nous allons faire sortir les forces étrangères du territoire malien, c'est une bonne chose. Ça permet au Mali justement de renforcer sa souveraineté, mais ça aurait été mieux de se montrer plus efficace dans les stratégies de lutte antiterroriste. Mais comme la junte est beaucoup plus concentrée sur le volet politique. Donc voilà, on constate que même Bamako aujourd'hui n'est pas en sécurité puisqu'il y a eu une attaque récente le 19 août contre une caserne à quelques kilomètres de Bamako. Très bien. Mohamed Agahmadou, est-ce que vous êtes d'accord avec Mqarana Touarabi qui suggère que en réalité, le seul agenda de la junte, ce n'est pas de régler les problèmes économiques, ce n'est pas de régler les problèmes sécuritaires. Le seul agenda de la junte, c'est de rester le plus longtemps possible au pouvoir. La preuve, ils ont adopté des textes qui leur permettent d'allonger la transition autant de fois qu'ils le veulent. Et deuxième question, après, est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire que finalement, il y a une instrumentalisation des relations algéro-maliennes, justement, à des fins de politique interne? Bon, sur le plan sécuritaire, la junte, si vous les prenez aujourd'hui, ils sont tous des acteurs de la politique malienne. Oui. Vous avez à tous les niveaux, vous avez un président de l'exécutif qui est militaire, un commando qui a été formé par le programme Free Stock des États-Unis et qui a dirigé les forces spéciales au Mali. Forces spéciales, ce n'est pas pour braquer le pouvoir au Mali. Oui. Vous avez Sadio Kamara qui a été formé en Russie. Vous avez Diao qui a été formé en Chine. Vous avez Modibo Kone qui est leur chef de service de renseignement, les différents chefs d'état-major, ainsi que le cinquième, là, Ismaël Ouagé. Oui. Tous, chacun est sécurisé par un régiment. Et cela diminue les effectifs vraiment des rangs de l'armée à contenir la menace djihadiste. Oui. Donc, les militaires qui ont, comme vous l'avez dit, qui ont fait adopter des textes pour s'éterniser au pouvoir, pour être là, pour phagocyter tout l'appareil de l'État. Oui. Et ça se voit avec les taxes qu'ils ont fait, avec les conditions économiques extrêmement difficiles. Ça se voit suffisamment qu'ils ne sont pas là pour le bien-être du peuple malien. Oui. Vous avez par exemple la localité de Farabougou, qui a été prise il y a 3 semaines par les JNIM, qui est à moins de 160 km de Bamako. Et cette localité de Farabougou, lorsqu'Assimi Goïta est venu en décembre 2020, il a atterri en tant que commando. À l'époque, il était soi-disant vice-président de la transition. Oui. Et jusqu'à présent, Farabougou, elle passe souvent des semaines depuis 2020, depuis décembre 2020. Et il y a des semaines où Farabougou passe sous le contrôle du JNIM. Oui. Donc, ça montre à suffisance. C'est un exemple typique qui montre que Assimi n'a rien réussi sur le plan sécuritaire. Oui. Sinon, sur le plan propagande, instrumentalisation, oui. Vous savez bien que cette discordance du Mali par rapport à l'Algérie a été exploitée politiquement pour mobiliser l'opinion interne du Mali. Est-ce que ça marche? Face à l'Algérie. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous sentez que ça marche? Qui ne renvoie pas, qui ne renvoie pas, c'est-à-dire au Mali, qui ne répond pas au Mali. Le Mali, la junte a besoin de ça. Oui. Elle a besoin de ça. Elle a tout instrumentalisé. Sur l'Algérie, nous avons hébergé les dirigeants algériens en 1960. Nous avons fait ceci et là, en oubliant que l'Algérie a fait abandonner
à Yadagali en 1990, ainsi qu'à Aladji Gamo qui est aujourd'hui le joker Touareg du Mali depuis ATT jusqu'à maintenant. C'est l'Algérie qui a fait. Grâce à l'Algérie, Gamo ne serait pas un Malien. Al-Hadji Gamo, Yadagali ne serait pas un Malien. Vous voyez, en 2015, qui a aidé le Mali pendant qu'il y avait des frappes sur plusieurs bases maliennes au Mali en avril 2015, mois de mai 2015. L'opération Morsure de fourmis de la coordination des mouvements de l'Azawad d'avril-mai 2015. C'est l'Algérie qui a tout calmé et qui a ramené tout le monde à Bamako, pas à Alger, pour aller signer. Certes, le processus a été dirigé par l'Algérie. Il n'y a pas que l'Algérie. C'est la communauté internationale. Il y a la France, il y a l'OCI, il y a l'Union africaine. Tout le monde était là. Il y a tout le monde. Il y a tous les acteurs qui ont appuyé ce processus. C'est vrai. À ramener des mouvements qui ne voulaient plus entendre même du Mali. À aller signer à Bamako même. Aller signer à Bamako. C'est jamais vu. Les accords de Tamanrasset ont été signés en 91 à Tamanrasset en Algérie. C'est vrai. L'accord d'Alger a été signé de 2015 a été signé à Bamako. Celui de 2006 a été signé à Alger par l'ancien ministre de la Défense du Mali, le général Kafougouna Koné. Il y a toujours eu une médiation gagnante. Voilà. Donc, si l'Algérie ne prend pas ses responsabilités, ainsi que la Côte d'Ivoire, ainsi que l'Union africaine, ainsi que les Nations Unies, pour vraiment, c'est-à-dire sauver, comme je l'ai dit, l'âme malienne, aujourd'hui, cette gente, personne ne soutient cette gente. Personne ne soutient cette gente. Elle est enfermée dans sa prison qui s'appelle la propagande. Et nous l'avons toujours dit, qu'il faut vraiment que la communauté internationale ainsi que les amis du Mali soutiennent l'opposition ainsi que le peuple malien à faire revenir l'ordre constitutionnel, à faire revenir un nouvel ordre au Mali, une nouvelle gouvernance au Mali vraiment inviolable et que le peuple malien vraiment en a besoin. La différence entre le général Moussa Traoré et Assimi Goïta, c'est que Assimi Goïta a fait faire venir des mercenaires étrangers qui est la population malienne dans le sud, dans le centre et dans le nord et utiliser des vecteurs aériens, des drones pour massacrer des populations maliennes qu'elles ne qualifient pas être des populations maliennes afin de les exhiber à ceux qui les soutiennent dans les sites là-bas pour montrer qu'ils sont en train de faire un résultat contre le terrorisme alors que c'est faux. Aujourd'hui, on a Bina Diarra, le porte-parole du JNIM dans les régions du sud et de l'ouest qui parle la langue bambara et qui renvoie aujourd'hui, qui est aujourd'hui sur le plan communication le numéro 1 dans le sud malien et qu'on le rivalise même. Vous allez voir, allez-y sur TikTok, sur Facebook, vous allez voir des captures d'écran, des photos où on met la même tenue, la même casquette sur la tête de Bina Diarra qui est Assimi Goïta à côté de lui sur la photo. Oui. Merci beaucoup Mohamed Dagahmadou. Il nous reste une toute petite poignée de minutes avant la fin de l'émission, le temps de faire vraiment un court dernier tour de table. Rima Louibi, nous avons pratiquement traité de tous les aspects liés à la crise malienne, crise multidimensionnelle. Alors, quels sont, selon vous, les scénarios possibles pour le Mali durant les 12 prochains mois? Comment voyez-vous l'évolution de la situation? Alors, notre ami Mohamed Dagahmadou fait un appel. Il a profité de son passage sur notre émission, sur notre radio, sur notre chaîne, pour lancer un appel à la communauté internationale, afin qu'elle aide le Mali à revenir à la légalité institutionnelle et constitutionnelle. Mais en même temps, cela révèle maintenant, cela montre un peu le désarroi des Maliens. Une inquiétude, oui. Mais il a employé une phrase qui m'a
particulièrement marqué, il a dit pour sauver l'âme malienne. Voilà. Donc là, il a évoqué également le rôle de l'Algérie en tant que médiateur à chaque fois pour sauver à maintes reprises le Mali et la situation au Mali. Alors quels sont les scénarios? Vous me posez une question assez complexe. Je ne sais pas ce que je pourrais vous donner la réponse adéquate, mais je dirais que aujourd'hui il faut viser principalement sur ces liens sociaux et communautaires qui nous lient au peuple malien, parce que vous savez la communauté internationale doit être aussi être doit au penser chevet au peuple du Mali, malien en particulier. L'Algérie, nous avons des liens. Je reprends l'expression de mon collègue Hamidou El Hadji Touri, qui est directeur de la publication Mali Média, qui justement se focalise davantage sur ces liens qui nous lient avec le peuple malien. Et parce que vous savez, en politique, les gens changent, mais c'est les liens qui restent. Les responsables changent. Les pays, les peuples restent. Mais les peuples restent, voilà. Surtout quand on est voisins, il est important effectivement, en particulier avec le Mali aussi, Exactement. parce que nous avons même des familles qui ont les mêmes liens de sang et de liens sociaux et communautaires. Donc il faut justement se focaliser sur ça. Je reste optimiste parce que le Mali aujourd'hui est conscient, et je pense que cette conscience malienne il faut justement viser cette conscience malienne. C'est ça ce qui est beau à relever. Voilà. Très bien. Ahmed Ben Saada, docteur Ahmed Ben Saada, le dernier mot est pour vous. Alors, moi, ce que je dirais, en fait, c'est qu'un régime de cette nature doit nécessairement revenir à la Constitution, revenir à une démocratie, participative. Il doit s'amender. Sinon, il va disparaître, c'est clair. Il risque d'être balayé comme tous les autres. Voilà, comme tous les autres, comme ceux qui l'ont précédé. Je rappelle que pas plus tard qu'en août dernier, il y a eu une tentative de coup d'État où un groupe de militaires et même un agent français qui a été arrêté. Et ça va se répéter, dans l'avenir, si bien sûr cette junte ne revient pas à la raison. Très bien. Merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada. Merci pour votre participation. Merci d'avoir été avec nous. Nous arrivons donc au terme de notre émission, chers amis auditrices et auditeurs. Donc notre émission spéciale dédiée au 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. Derrière la célébration officielle et le défilé militaire, comme l'ont signalé mes nombreux invités, se dessine un pays à la croisée des chemins. Le discours de la junte met en avant la souveraineté retrouvée et un dialogue national, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Elle dit même le contraire. La démocratie est en suspens, la situation sécuritaire est catastrophique et l'économie du quotidien est difficile. Les tensions diplomatiques comme celle avec l'Algérie servent en réalité à détourner l'attention sur les problèmes internes. L'indépendance du Mali est un héritage précieux. Aujourd'hui, 65 ans après, le défi est de faire en sorte que cette souveraineté soit mise au service de tous les Maliens, pour qu'ils vivent en sécurité et avec dignité, ce qui est loin d'être le cas actuellement. La junte au pouvoir depuis 5 longues années se montre incapable d'apporter des réponses satisfaisantes aux attentes, et il apparaît qu'elle ne dispose que d'un seul agenda, comme l'a dit Mohamed Kourane Touarabi, c'est de se maintenir en place le plus longtemps possible. Donc merci une nouvelle fois à nos invités pour leur éclairage précieux. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Et je ne terminerai pas sans remercier notre ami, les gens derrière la vitre. Alors il y avait Hamid Sihmed au streaming, il y avait Abdou à la console technique, sans oublier Khaled Hamdani, le réalisateur en chef de l'émission. C'est lui qui veille au grain du début jusqu'à la fin. Au revoir.